n'y a pas si longtemps, Marseille était la capitale mondiale de la drogue. C'était à la fin des années 70, l'époque où tous les jours, des gamins de 20 ans mouraient d'overdose. Parce qu'une poignée de parrains et de mafieux marseillais avaient installé dans la région de Marseille des laboratoires où on fabriquait de l'héroïne qui inondait ensuite le reste de la planète. À cette époque-là, les caïds marseillais vivaient comme des princes et un homme a osé s'attaquer à eux. Il s'appelait Pierre Michel, il était juge d'instruction et on l'a tué. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Le juge s'écroule sur le trottoir, tué sur le coup de 3 balles de revolver. Mort instantanée d'après les premières constatations du médecin légiste. 3 balles Pierre tirées à bout Michel, portant. 38 ans, 2 enfants, était un magistrat brillant, chargé de tous les grands dossiers criminels de la région de Marseille. Le juge d'instruction Pierre Michel est atteint de 3 balles de 11,43, dont 2 à la tête et 1 dans le thorax. La mort est instantanée. On l'a tué le 21 octobre 1981, à 12h40. Assassiné, abattu en pleine rue, boulevard Michelet, au cœur de Marseille. Il avait 38 ans. Il était premier juge d'instruction dans la capitale de la drogue. Il était courageux, très courageux, un juge modèle. Sa mort est un choc. Ce sont les policiers de la PJ de Marseille, ces policiers qui travaillaient main dans la main avec le juge, qui sont chargés de l'enquête. C'est évidemment l'une des enquêtes les plus délicates qu'il n'ait jamais eu à mener. Trouver les assassins de leur juge et parfois de leurs amis. Cette enquête va durer plus de 5 ans. Gérard Girel est à l'époque le patron des flics de Marseille. C'est lui qui, ce midi d'octobre 81, prend l'enquête en main sur le trottoir du boulevard Michelet. C'est un formidable coup de tonnerre, quoi. Un juge d'instruction a abattu en plein midi, en pleine ville, quasiment. C'est un coup de tonnerre. En plus, le juge Michel était un magistrat très connu par son implication dans sa mission, par son intelligence dans la profession, sa grande, comment dirais-je, capacité de travail et sa pugnacité. C'était, on ne va pas dire maintenant que les choses sont passées ainsi, c'était quand même un personnage important en vue au palais de justice de Marseille. Un juge important, disons-le, l'un des premiers juges de France, mais aussi un mari, un père de famille, qui laisse derrière lui 2 petites filles. Béatrice Michel, vous aviez quel âge quand votre papa a été assassiné? J'avais 8 ans et Emmanuel avait 6 ans. Emmanuel, c'est? Ma sœur. Votre petite sœur. Vous vous souvenez comment vous l'avez appris que votre papa était mort? Oui, c'est notre famille qui nous l'a annoncé, Emmanuel et moi, oui. Maman avait compris ce 21 octobre 1981 qu'un drame était arrivé. Qu'un drame était arrivé à papa. Comment elle l'a compris? Je crois qu'en entendant la sirène des pompiers, elle a compris qu'il était arrivé un grand malheur. Ce qui veut dire qu'elle le savait en danger, quoi. Bien sûr, mais je pense que tout le monde le savait en danger. Lui-même se savait en danger. Et vous, on vous a dit à l'âge de 8 ans, papa est mort? Assassiné? Non, non, on ne nous a pas dit les choses de façon aussi froide. On nous a expliqué que papa était au ciel et que voilà, il ne serait plus là, qu'il lui est arrivé un accident et qu'il allait falloir vivre avec. On vous a dit quoi, un accident de moto? Oui, tout à fait, oui. Et la vérité, vous l'avez apprise quand? À l'école, par des petits camarades de classe qui avaient moins de délicatesse, qui étaient plus petits. Donc, et qui savaient que vous étiez sa fille? Bien sûr, bien sûr. Qui vous ont dit le juge a été assassiné? Oui. En 1981, Marseille est la capitale de la drogue. Pas la capitale française, la capitale mondiale. Et c'est dans cette ville rongée par les trafiquants que Pierre Michel avait choisi de devenir juge d'instruction pour leur livrer bataille. Mais ce mercredi 21 octobre, le combat de Pierre Michel prend fin, ici, au pied d'un platane. Il est abattu de 3 balles alors qu'il rentrait déjeuner en famille.
D'après les premiers témoignages chauds des présents sur les lieux, il s'est avéré quand même qu'il a été abattu par deux individus à moto de grosses cylindrées qui a pris la fuite comme une balle, c'est le cas de le dire, après ces coups de feu. Ça laisse quand même au départ peu penser à une équipe d'amateurs ou je ne sais quel incident mineur. Hein. Des tueurs professionnels, une fuite en moto, tout cela ressemble à un contrat. Un contrat du milieu, un contrat de la mafia. Alors l'État français met des moyens. Un groupe de recherche spécifique est constitué. Sous la direction de Gérard Girel, plus de 40 commissaires, inspecteurs et enquêteurs se relaient sur l'affaire. Ce 21 octobre 81, au cœur de la cité marseillaise, qui est la ville du ministre de l'Intérieur de l'époque, il y a des gens qui se permettent, d'une manière quasi théâtrale, rituelle, d'assassiner un magistrat. Et là, ça devient une affaire d'État, entre guillemets, parce qu'on porte atteinte à un des piliers de l'État, qui est l'institution judiciaire. Et donc, à partir de là, il est évident que cette affaire prend une dimension qui n'est pas celle d'une affaire de crime, comme on a l'occasion d'en traiter en matière de répression du banditisme, notamment. Patrick Guérin, vous êtes le juge qui enquête sur la mort du juge Michel. Alors, dès le départ, quelle est votre stratégie? Parce qu'évidemment, moi j'imagine qu'il y a, pour vous qui commencez l'enquête, il y a une mine d'or, c'est le cabinet du juge Michel. Ce sont ces dossiers qui sont posés dans son cabinet. Mon premier travail, ça a été d'ingurgiter l'ensemble des dossiers dont Pierre Michel avait la charge, donc, si vous voulez, pour prendre la mesure des choses. L'idée, c'est que probablement le nom du ou des assassins se trouve dans les dossiers que traitait Pierre Michel. Écoutez, quand on démarre une enquête comme celle-là, on ne peut exclure aucune hypothèse. Mais forcément, cette idée-là est privilégiée par la force des choses. Partant de là, la probabilité, l'évidente probabilité, c'est que sa mort est liée directement à l'un des dossiers dont il avait la charge ou dont il aurait eu la charge dans le passé. Hein. À la recherche des assassins du juge Michel, la première piste est forcément la piste de la drogue et de la mafia. Bien sûr, Pierre Michel enquêtait aussi sur la fausse monnaie, le proxénétisme, le trafic d'armes, etc. Mais c'est à la mafia de la drogue qu'il avait déclaré la guerre. Et à ses parrains qui flambent sur la Canebière et le Vieux-Port avec l'argent de la mort. En 7 ans passés à Marseille, le juge Michel a frappé fort. Il a démantelé 6 laboratoires d'héroïne et fait arrêter plus de 70 trafiquants. Avec au bout des saisies records pour l'époque. 2 kilos d'héroïne à Chambon-sur-Lignon, 27 kilos à San Remo, à la frontière italienne, 80 kilos, soit l'équivalent de 76 millions de francs de l'époque, découverts dans un château, près de Milan. Tout cela parce que le juge était rentré dans le métier dans les années 70, à l'époque de la fameuse French Connection. Marseille, en ce temps-là, exportait chaque année plus de 8000 kilos d'héroïne vers les États-Unis. Des centaines de jeunes New-Yorkais sont morts d'overdose à cause de cette dope venue de France, jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse Paris. Alors, après des années de laisser-faire, la France réagit. Le 31 décembre 1970, une loi est votée. Désormais, le trafic de stupéfiants est passible de 20 ans de prison, 40 ans en cas de récidive. Pour faire appliquer cette loi, il faut des juges, comme Pierre Michel. Des juges et des policiers. Une loi, il faut la faire respecter. Alors on met en place un appareil policier considérablement renforcé. On leur donne des moyens et ces policiers, très déterminés, voient leurs efforts renforcés, prolongés, si j'ose dire, par des magistrats de haut vol, eux-mêmes spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dès ses débuts, chez Pierre Michel, c'est une évidence, il sera l'un de ces juges justiciers. Il ira venger la mort des gamins d'Amérique et de France.
pas pour être un héros, mais seulement parce que c'est l'idée qu'il se fait de son métier. Étienne Secaldi est l'un de ses amis. Il a passé 10 années au palais de justice de Marseille, où il a connu Pierre Michel en tant que jeune stagiaire. Pierre Michel avait été frappé au cours de ses stages par ce spectacle tragique de ces jeunes, de ces adolescents qui étaient, dont l'état physique était complètement délabré par l'usage des stupéfiants, des drogues dures. Et j'ai en particulier le souvenir d'une jeune fille magnifique, fille d'un grand peintre célèbre d'origine étrangère, qu'on avait connue resplendissante et qui, après 6 mois d'usage d'héroïne, était devenue décharnée, presque chauve, etc. Et donc, c'est un spectacle devant lequel on ne pouvait pas rester insensible. Et je pense que Pierre Michel, qui lui-même avait des enfants, a vécu ça de manière très forte. Et à partir du moment où on l'a chargé de ces affaires de lutte contre les trafics de stupéfiants, il s'est investi dans cette affaire comme dans une croisade. Légitime d'ailleurs. Il a eu le temps de faire ses premières armes sur des premiers dossiers et il donne sa pleine mesure à partir de 77 jusque malheureusement sa mort. Il va aller de plus en plus loin dans ce qu'on peut faire lorsqu'on est magistrat d'instruction. On dirait effectivement que Pierre Michel est en croisade contre les trafiquants. En croisade, il n'y a pas d'autre mot. Il veut leur peau, coûte que coûte. Alors il frappe là où ça fait mal. Chercher la femme. Il soupçonne les épouses, les compagnes, les petites amies des gros bonnets de la cam de blanchir de l'argent à travers leurs bars, leurs restaurants, leurs boîtes de nuit. Alors il fait fermer les établissements et saisir l'argent des comptes bancaires. Il va même jusqu'à incarcérer les femmes de trafiquants. La tradition ancienne, mais c'était avant la drogue et ses ravages, faisait que les juges d'instruction n'incarcéraient pas les femmes des voyous. Et il est vrai que c'était une relative innovation que de mettre en détention les femmes de voyous. L'avocat Gilbert Collard a bien connu le juge Michel, car beaucoup de ses clients à l'époque sont passés dans le bureau du juge. Moi, ce qui m'a le plus frappé chez Pierre Michel, ça a été sa volonté, qui à mon avis est une des causes du malheur qui lui est arrivé, de s'identifier aux gens qu'il traquait et sur lesquels il enquêtait. Je crois que si on veut rendre à cet homme mort une justice, il y a droit lui aussi, c'est de dire qu'il a été peut-être la victime de l'incisivité de son intelligence, fasciné par les gens intelligents, parce qu'ils feuilletaient leur vie, vous comprenez ? Et c'est terriblement dangereux de feuilleter des vies. Et quand il avait affaire à des gros cons, il était méprisant. Et la majorité du temps, il avait plutôt... Et il faut bien reconnaître que d'un point de vue statistique... il y avait plutôt pas mal de gros cons. Il y avait beaucoup de gros cons, oui. Est-ce que vous avez l'impression que, contre la drogue, il menait une croisade ? Au sens où, peu importait parfois les méthodes. Je crois qu'il était un croisé dès l'instant où il y avait un match entre lui et l'autre. Voilà. On a beaucoup dit qu'il avait engagé une croisade contre la drogue. Moi, je l'ai vu engager des croisades contre le proxénétisme, engager des croisades contre les violences physiques. Non, quand il tenait quelqu'un, toute son intelligence, toute sa pugnacité était mise au service. Alors, c'est là où on se trouve à la croisée des chemins du croisé. Il mettait toute cette énergie à confondre l'autre et la fin justifiait peut-être un peu les moyens. Mais vous en pensez quoi? Ah non, mais combien de fois, moi j'ai eu des querelles de paroles avec lui très souvent, comme beaucoup d'autres avocats, parce que bon, moi une fois je lui demande, je lui dis qu'un de mes clients veut se présenter chez lui spontanément, et je lui demande s'il est d'accord, il me dit ok, j'amène le client qui veut se présenter au juge, les flics l'attendaient. Bon,
à compter de ce moment-là, moi je lui ai dit très, très franchement, je dis bon, c'est plus la peine qu'on se fasse confiance, quoi, c'est pas possible. Bon, lui, il obéissait à sa logique, qui était une logique de juge farouche. Bon, après, c'était à nous, une fois que la règle du jeu était comprise, d'appliquer notre logique de défenseur farouche. Et on a su le faire après. Mais là où la question devient terriblement angoissante, c'est pourquoi en est-on arrivé à un moment donné à tuer cet homme? Qu'est-ce qui a fait que des hommes ont décidé, dans une espèce de huis clos, de tuer un juge? C'est ça qui est complètement effarant, effrayant et en même temps fascinant. 48 heures seulement après l'assassinat de Pierre Michel, un élément nouveau va bouleverser l'enquête. Derrière ce rideau de fer, la moto des assassins de juge Michel. On l'a retrouvée abandonnée sur un parking à moins de 2 km des lieux du crime. Enfin, un indice. Un vrai. C'est une moto qui s'avère volée. C'est une moto Honda, rouge, 900 cm3, type bol d'or, une grosse machine, n'est-ce pas? Et elle est soumise immédiatement, comme c'est la règle bien sûr, à examen donc des fonctionnaires, des spécialistes de l'identité judiciaire. À partir du numéro de série de cette moto qui est faussement immatriculée, on va retrouver le propriétaire de cette moto, propriétaire auquel l'engin a été volé un an auparavant, dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur le professionnalisme, si j'ose dire, des voleurs de motos. C'est vraiment des spécialistes parce qu'elle est volée de nuit, dans une enceinte privée, dans des conditions extrêmement précises, après avoir été repérée vraisemblablement. Donc, cette moto qui a disparu pendant un an et qui réapparaît ensuite sur l'assassinat de Pierre Michel, a vraisemblablement été entre les mains d'une équipe spécialisée dans le trafic ou le vol de motos. Une équipe spécialisée, des professionnels du vol de moto. Pas difficile. Les policiers ont des noms, des listes, dans le quartier d'Andoum notamment, où sont nés et vivent beaucoup de petits caïds. Il y a là, bien connu des policiers de Marseille, une équipe qui s'est déjà illustrée dans le vol et le recel de 2 roues. Des voyous qui sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue. Alors évidemment, les gens que nous interpellons à ce moment-là nient toute participation, bien entendu, à l'affaire Michel d'une part, et d'autre part au vol de la moto. Cette affaire est tellement grosse qu'évidemment, on ne peut pas imaginer un instant qu'ils viennent comme ça nous raconter leur vie, même si nous, on pense que la moto a transité par leurs mains. Dans le box qu'ils détiennent dans le quartier de la Capelette clandestinement, on va trouver des motos volées, on va trouver des armes, mais rien qui nous permette de faire un lien avec l'affaire Michel d'une manière formelle. La garde à vue des voleurs de motos ne donne rien. Les policiers se retournent donc vers leur seul indice, la moto, qui est démontée pièce par pièce, cadre, moteur, batterie, carénage. Méthodiquement, chaque élément est passé à la poudre noire pour faire ressortir d'éventuelles empreintes digitales. Au dos d'un autocollant de marque d'huile, n'est-ce pas, il est relevé une empreinte digitale. Alors, cette empreinte digitale, elle est exploitable, donc elle est de bonne qualité, au dire de nos spécialistes. Et dès ce jour-là, nous décidons d'affecter une équipe du service régional d'identité judiciaire de la PJ de Marseille exclusivement à la recherche du titulaire de l'empreinte, évidemment, en prenant pour acquis, parce que sinon c'est pas la peine de commencer à travailler, que ça peut être l'empreinte de quelqu'un qui a déjà été signalisé dans nos services. Le problème, c'est qu'en 1981, le fichier informatisé des empreintes digitales n'existe pas encore. C'est donc manuellement, à l'aide d'une simple loupe, que les policiers de la PJ de Marseille vont devoir éplucher les fiches. Dans leur tiroir, il y a 160 000 fiches, 160 000 voyous avec 10 doigts chacun. Cela représente 1 600 000 empreintes à passer au crible, une par une, à la loupe. Un travail de fourmi qui va mobiliser les enquêteurs pendant plus de 2 mois.
Le 31 décembre 1981, dans l'après-midi, nos fonctionnaires de l'identité judiciaire nous révèlent qu'ils ont donc identifié le propriétaire de cette empreinte-là. Cette empreinte est celle de Charles Giardina, un mécanicien de 22 ans au chômage. Il est fiché pour une affaire de coups et blessures plutôt mineure. Ce gars-là n'a pas le profil d'un tueur de juge d'instruction. À partir du moment où on sait que c'est Charles Giardina qui a laissé son empreinte sur la moto, il est placé sous surveillance 24 heures sur 24. Il y a une équipe spéciale de la BRI Marseille qui va s'occuper de lui en permanence, de son environnement immédiat, de sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'au fil des filatures, des surveillances, des écoutes téléphoniques, on va découvrir qu'il a dans ses relations un certain Gilbert Sierramaglia. Et là, évidemment, on change de catégorie dans le registre de voyous. Et on est sur un gros poisson qui est fiché au grand banditisme, qui a des affaires de tentatives de racket, d'assassinat sur le dos. Ça devient le suspect numéro 1, puisqu'on sait qu'il a chevauché cette moto et rapidement, on s'aperçoit jusqu'en septembre 1981, c'est l'utilisateur habituel. Donc, partant de là, c'est plus l'homme à l'empreinte qui devient intéressant, c'est lui, évidemment. Immédiatement, Gilbert Sierramaglia fait l'objet d'une surveillance étroite mais discrète. Son téléphone et ceux de sa famille sont placés sur écoute. Il est filé 24 heures sur 24. Les endroits qu'il a l'habitude de fréquenter sont tous surveillés par des hommes de la PJ de Marseille. Au cours d'une de ces filatures qui se fait en voiture, on suit à ce moment-là Giardina et Sierramaglia qui sont ensemble dans une voiture. Les enquêteurs de la police judiciaire qui opèrent cette filature ont le sentiment qu'on a été reconnu à ce moment-là, à un moment donné, après plusieurs semaines de filoche, Sierramaglia se rend compte qu'il est filoché. Et ça apparaît un petit peu aussi sur les écoutes. Et à ce moment-là, on n'a plus le choix. On ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps et on est amené à les interpeller. Le 24 février 82, 4 mois après la mort de Pierre Michel, Charles Giardina et Gilbert Sierramaglia sont interpellés à leur domicile. Placés en garde à vue au commissariat central de Marseille, les deux hommes doivent répondre de l'assassinat du juge d'instruction. Mais dès le début des auditions, Sierramaglia est muet comme une carpe. Ça n'est pas pour rien que dans le milieu on l'appelle coupe-circuit. Et ce jour-là, il fait honneur à sa réputation. Avec Sierramaglia, on est face à un mur, mais il ne fait aucun doute à ce moment-là qu'on a là vraiment une organisation qui a monté un crime qu'il a vraiment structuré, c'est-à-dire une équipe qui fournit la moto et vraisemblablement une équipe qui exécute le contrat. À ce moment-là, on ne sait pas encore si c'est la même équipe qui a fourni la moto et qui a organisé l'assassinat proprement dit de Pierre Michel, mais toujours est-il qu'on est face à une organisation dans le cadre de cet assassinat. Là, on n'a plus de doute. Sierramaglia se tait. Alors les hommes de la PJ fouillent dans son entourage proche. Et assez vite, ils découvrent qu'on lui a fait plusieurs cadeaux récemment. Un blouson, une moto. Or, celui qui se montre si généreux n'est pas un inconnu. C'est même carrément l'un des rois de la pègre marseillaise. Gaëtan Zampa, dit Tani. Mais pourquoi donc Zampa offre-t-il des cadeaux à Sierramaglia? Et si le commanditaire de l'assassinat du juge, c'était lui? On est vraiment là dans un contexte qui fait de Gaëtan Zampa, si ce n'est le suspect numéro 1, tout au moins le témoin suivant à devoir s'expliquer devant nous un petit peu sur ses relations avec ce garçon qui est Sierramaglia. Gaëtan Zampa, c'est un nom qui résonne comme celui d'une légende de la pègre du milieu marseillais. Mais qu'est-ce qu'il était exactement à l'époque, Zampa? Zampa, à l'époque, c'était un mythe, c'était la figure emblématique du grand banditisme français. Pendant 20 ans, jusqu'au milieu des années 80, ça a été le personnage culte, le caïd de Marseille. Alors, sa vie est un roman.
Et elle s'écrit comme un roman. Il est né à Marseille, dans le quartier de la Cayolle. Son père avait un bar fréquenté par des proxénètes, des voyous marseillais. Et Gaëtan Zampa a grandi avec eux, au milieu de tous ces gens-là. Il a grandi très vite, il a appris très très vite. En 1955, il monte à Paris. Il fréquente les Marseillais du quartier de Pigalle. Et en 1959, il est fiché au grand banditisme. C'est sa première fiche de recherche. Il a 30 ans, il roule en Jaguar. C'est un beau mec, ce que les policiers appellent un beau mec. Il est intelligent, il sait être diplomate, mais il est capable aussi de faire preuve d'une grande fermeté, d'être très violent. Mais très brutal. Très brutal. Et à cette époque-là, il va être condamné à 6 ans de prison pour un hold-up à Marseille. Et ces années de prison, elles vont être déterminantes dans la vie de Zampa, parce que ça va lui permettre d'asseoir son autorité. Et à partir du moment où Zampa sort de prison, cette espèce de légende, le mythe s'envole et on fait plus tellement, on a du mal à trouver la frontière entre la réalité et la légende. Zampa, c'est les filles, les bars, la drogue, les labos, les règlements de compte, les exécutions, et on le voit partout. On le soupçonne de tout, mais la police n'a aucun élément et n'arrive jamais à l'arrêter. C'est une espèce d'illusionniste qui passe toujours à travers les mailles du filet. On pense qu'il a fait tuer Antoine Guérini, on pense qu'il a participé à la tentative d'assassinat contre Jackie Imbert, Jackie Lemat, des figures du grand banditisme à Marseille. On pense qu'il est mêlé à l'affaire du casse de Nice avec Spaggiari. Il est peut-être le commanditaire de la tuerie du bar du téléphone en 1978 à Marseille, 10 morts en plein jour. Alors logiquement, en 1981, quand le juge Michel est abattu à Marseille, eh bien, on pense à Zampa. Et sa vie est vraiment un roman parce que jusqu'au bout, il a tous les aspects du personnage de la mafia, parce qu'il est du grand banditisme, c'est un sentimental, il est une femme, il a des enfants et il a mis tout le monde en garde. Je serai impitoyable si on touche à l'un des miens. Quand le nom de Zampa apparaît dans l'enquête, vous vous dites « bingo, ça y est, je le tiens ». Non, on ne raisonne pas comme ça. Vous savez, une enquête, c'est un fil conducteur. On avait clairement conscience qu'on partait sur un terrain extrêmement difficile. Hein. Ils n'ont pas jeté leur carte de visite dans le caniveau après l'assassinat. Donc, il n'est pas question de faire un coup de poker. Hein. Il fallait dérouler un fil conducteur et voir jusqu'où ce fil ou ces fils pouvaient nous conduire. Donc c'est un peu, je dirais, le profil même de l'enquête qui nous indique un peu les orientations qu'on doit prendre. Et il est certain qu'un certain nombre des éléments nous ont amenés à nous intéresser à ce personnage, entre autres. Parce que Zampa, il a tous les attributs de ce que pourrait être l'assassin d'un juge. Il a l'envergure d'un type qui peut imaginer une action pareille. Oui, il a cette envergure-là, mais il n'est pas le seul. Le problème de Zampa, c'est qu'au moment où son nom apparaît, vous n'avez pas grand-chose pour l'arrêter, pour ne pas dire rien. D'ailleurs, pourquoi je l'aurais arrêté? Je ne l'ai même pas fait entendre, il n'a pas été entendu à cette époque. On s'est intéressé à ce personnage, c'est sûr, mais il nous a fait téléphoner ou il a fait dire par voie de presse qu'il avait entendu dire que son nom était cité dans le dossier et qu'il se tenait à disposition pour être entendu. Je ne vois pas pourquoi on l'aurait fait entendre. On n'avait rien à lui demander à ce monsieur. Il y avait juste la suspicion. Il y avait des orientations d'enquête qui faisaient qu'on s'intéressait à un certain nombre de personnages, et alors, lui et d'autres. Donc il faut trouver de bonnes raisons pour aller jusqu'à lui. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? On s'intéresse un petit peu à ce qu'il est, savoir qui il est. Parce que, bon, mais je veux dire, ça vaut pour lui comme pour d'autres. Qui est Gaëtan Zampa? Si on veut bien sortir des sommiers de police et de voir qu'il a été arrêté 5 ou 10 ans avant pour une détention d'armes, il faut bien dire qu'on n'a pas grand-chose concernant le profil de ce personnage. Donc, partant de là, il y a un certain nombre d'investigations à faire pour voir qui
qui est réellement Zampa, quelles sont ses activités, qui il fréquente, etc. Il y a eu un véritable... Il a fallu, en quelque sorte, remonter un petit peu le personnage et voir... et on s'est aperçu qu'en réalité, on savait peu de choses sur ses activités. C'était un personnage extrêmement secret. À l'époque, d'ailleurs, physiquement, vous savez où il est, Zampa? Vous arrivez à le localiser ou c'est pas facile? C'est très difficile. Les policiers ont été obligés de mettre des moyens considérables pour arriver à localiser des planques, mais qui changeaient constamment. Donc tout ce travail était recommencé à chaque fois, puisque sitôt que le personnage était localisé, il se dissolvait dans la nature, quoi. Sur les traces de Zampa, pour tenter de démontrer sa participation au crime, le juge Guérin continue d'explorer la piste de la drogue en rouvrant un à un dans le bureau de Pierre Michel tous ses dossiers d'instruction. Toujours convaincu que le nom des coupables est dans l'un de ces dossiers. Et de fait, la tête de Gaëtan Zampa manquait au tableau de chasse de Pierre Michel. Celui-là, le juge Michel le soupçonnait bien de régner en maître sur le milieu de la drogue depuis des années. Il rêvait de l'envoyer derrière les barreaux, mais il n'était jamais arrivé à le coincer. À une époque, pas très longtemps avant sa mort, Pierre Michel avait bien cru qu'il allait le faire tomber. C'était en juillet 81, à Saint-Maximin, dans le Var. Ce jour-là, avec les hommes de la brigade des stupes, il avait démantelé un nouveau laboratoire de drogue et arrêté toute une bande qui pouvait le conduire jusqu'à Zampa. On est amené, au début de cette affaire, à essayer d'identifier les relations d'une personne connue déjà de stupes pour son travail dans l'importation de morphine base, qui se nomme Georges Nazarian. Georges Nazarian a un bar à Marseille, où on est à Ribaldi. On le filoche tous les jours pour essayer de déterminer quels sont ses contacts importants. Sur les ordres du juge Michel, les policiers des stupes vont suivre jour et nuit ce Georges Nazarian. Il est arménien, il parle turc. Il pourrait être celui qui livre la morphine base au labo de la région, puisque la morphine vient en général de Turquie. Les filatures de Nazarian conduisent les hommes du commandant Ferrer ici, sur le parking d'un supermarché aux portes de Marseille. Un homme monte dans la voiture de Nazarian. Il s'appelle André Malventi. Lui aussi est fiché au grand banditisme. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un chimiste, un homme capable de transformer la morphine base, c'est-à-dire la matière première de la drogue, en héroïne. Il faut vous dire que par expérience, pour arriver à un laboratoire, il y a une personne à suivre, c'est le chimiste. Encore faut-il l'identifier. Le chimiste, à ce moment-là, nous pensons, nous, que c'est André Malventi. Le juge Michel est alerté. Malventi est à son tour filoché par les stupes de Marseille. Son téléphone est mis sur écoute. Et parmi les personnes qu'il rencontre, intéressant, Marc Chambaud, l'homme à tout faire du milieu. En général, c'est lui qui fournit le matériel aux chimistes pour fabriquer la dope. Et c'est lui aussi qui est chargé de trouver un endroit isolé pour installer les labos. Ce Chambaud, il ne faut pas le lâcher d'une semelle. Lors d'un contact qui a lieu à Aubagne entre Marc Chambaud et André Malventi, les conversations téléphoniques captées nous permettent de penser que ce jour-là, ils vont devoir se déplacer pour aller voir le local. Sous la houlette du juge Michel, un dispositif spécial est mis en place pour suivre Chambaud et Malventi. 8 voitures de police au total qui vont se relayer jusqu'à Saint-Maximin. Mais là, pas question d'aller plus loin. De peur d'être repéré, le juge et les policiers décident de stopper la filature. La planque des trafiquants est toute proche, quelque part, sur les hauteurs de Saint-Maximin. Dans la filature suivante, notre dispositif a été placé de façon à pouvoir les prendre au départ, mais on les attendait sur place. C'est moi qui les attendais sur place. Et ce jour-là, je me suis mis en short et j'ai joué le gars qui faisait son footing. Quand je savais qu'il était
Sur place, j'ai commencé à courir dans le chemin et je les ai laissés me dépasser. Et comme ça, je suis arrivé à déterminer à peu près une direction nouvelle. Et c'est un collègue du groupe qui, lui, sur mes indications, a continué et a aperçu le véhicule confiloché devant une villa qui était perdue dans la campagne. C'est donc ici, dans cette ville-là, que les trafiquants ont installé leur laboratoire clandestin. Mais avant d'intervenir, les enquêteurs veulent être certains qu'il y a de la marchandise sur place. Ils en auront la confirmation par une écoute téléphonique sur la ligne de Malventie. C'est le signal. Le juge Michel est sur place et la maison est prise d'assaut. Il y a 10 malfrats, dont un gros poisson, un certain Omer Philippi, pris en flagrant délit. Du matériel, des armes et surtout 27 kilos d'héroïne en cours de transformation. Michel Debac, qui est aujourd'hui le patron du parquet antiterroriste, était à l'époque le stagiaire du juge Michel. Il était sur place avec lui, à Saint-Maximin. Saint-Maximin, ce n'est pas un hasard. Ce sont des mois et des mois de travail de la police judiciaire de Marseille avec les agents américains de la DEA, Drug Enforcement Agency, avec je me souviens bien des Italiens. Donc on en parlait. Et quand j'étais dans son bureau, il me disait l'opération, il y a une opération, c'est possible, on arrive au laboratoire, etc., etc. Et un jour, un dimanche de fin juin, début juillet, je suis chez mes parents, qui habitaient pas loin d'Aix-en-Provence, et mon père m'appelle un dimanche après-midi, il me dit Michel, il y a le juge Michel au téléphone. Il était surpris, parce que c'est... Et je me précipite, et Pierre Michel me dit c'est bon, vous vous souvenez, on ne parle pas au téléphone, vous vous souvenez, hein, demain, 5 h du matin, devant la cafétéria du Palais de Justice. Et donc, vous imaginez bien qu'à 5 h moins le quart, j'étais à la cafétéria avec ma petite voiture, et il m'explique, il me met au courant. Le dispositif se prépare et on va à Saint-Maximin. On part du Palais de Justice de Marseille, on va vers Saint-Maximin, où se préparait l'encerclement de la maison où le laboratoire de drogue œuvrait. Et évidemment, lui, il est là. Hein. Il est là, il surveille l'opération et il donne des tops sur le resserrement du dispositif pour faire en sorte... Mais oui, mais ça, c'est le rôle du juge d'instruction. Hein. Et vous étiez tout jeune. Alors là, moi, j'étais là, en train de regarder ça. Parce qu'il y avait du gros poisson au bout. Ben, il y avait du gros poisson au bout. Ces arrestations, ce labo démantelé, c'est l'un des plus gros coups du juge Michel. Il les a coincés, ces salopards qui inondent la planète de poudre blanche. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est à moins de 100 jours de son assassinat. Les 10 trafiquants interpellés sont placés en garde à vue. Des perquisitions sont menées par la brigade des stupes au domicile de Chambaud. Et là, divine surprise, les policiers découvrent dans un calepin les coordonnées de Thani Zampa, depuis le temps que le juge Michel rêvait de le coincer. Cette fois-ci, il est cuit. Aussitôt, Chambaud est interrogé sur ses relations avec le parrain marseillais. Marc Chambaud a fait quelques confidences. Il laisse entendre que Zampa est dans le coup, mais Chambaud a suffisamment fréquenté les voyous pour savoir qu'on ne met pas en cause un Gaëtan Zampa quand on est soi-même, on va aller en prison et qu'on ne va pas pouvoir protéger, si tant est qu'on puisse protéger sa famille. Donc, personnellement, il ne me dit rien clairement sur Zampa. Peut-être en aurait-il parlé au juge Michel, certainement même, parce que s'il avait quelque chose à dire sur Zampa, il aurait été logique qu'il garde ses confidences pour le magistrat. Marc Chambaud est donc prêt à faire des révélations. Il veut bien jouer les balances, mais il veut des garanties, pour sa sécurité et celle de sa famille. Ah, si Chambaud accepte de parler, le juge Michel peut faire tomber Zampa pour trafic de drogue et l'envoyer en prison pour 20 ans. Alors un rendez-vous est fixé, dans le bureau du magistrat, pour le 22 octobre 81. Ce jour-là, on sortira Chambaud de prison et il balancera tout.
Pierre Michel en est convaincu. Cette fois-ci, Zampa est cuit. Seulement voilà, le 21 octobre 81, à la veille de ce rendez-vous, le juge Michel est assassiné sur le boulevard Michelet. Pierre Michel ne verra jamais Chambaud, qui ne lui balancera jamais Zampa. C'est en fouillant dans cette affaire de Saint-Maximin que le juge, en charge de l'enquête sur la mort du juge Michel, a mis la main sur l'un des assassins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans l'ensemble des dossiers du juge Michel que vous avez exploré comme ça, vous vous intéressez à l'affaire de Saint-Maximin? Ce qui m'a frappé, ce qui a attiré particulièrement mon attention dans le dossier Saint-Maximin, c'est le cas d'Omer Philippi. Philippi est quelqu'un qui a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, donc qui est poursuivi en état de récidive légale. On passe de 20 à 40 ans, peine encourue. Philippi, sur un dossier comme celui-là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou zéro, ou c'est carton plein au niveau de l'enjeu judiciaire des peines qui peuvent être prononcées. C'est parallèlement dans ce dossier que Pierre Michel, effectivement, revient auprès de Chambaud en l'interrogeant, en le cuisinant sur Gaëtan Zampa. Il faut bien comprendre que le trafic des stupéfiants à l'époque, le milieu marseillais était à l'épicentre du trafic international des stupéfiants parce que Marseille était une zone de production de produits stupéfiants. Et Pierre Michel, qui avait la spécificité, quasiment la quasi-exclusivité de l'instruction de ces dossiers, se retrouvait finalement au cœur du réacteur. Et il était véritablement le nœud du problème pour tout ce milieu. Parce que quand on lit les interrogatoires de Pierre Michel, c'est un peu comme les 5 dernières minutes, on se dit, bon, non, mais c'est bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a une luminosité de la conduite du dossier qui fait que ces éléments épars, qui ne sont pas signifiants par eux-mêmes, ils ont une valeur démonstrative à l'arrivée. Ça, c'est le rôle du juge, et c'est le rôle personnel de Pierre Michel. Et c'était ça son savoir-faire? Je pense, oui. C'était cette capacité à rassembler les éléments comme ça? C'est, je pense, ce qui faisait que, au-delà même de la fonction de juge d'instruction, c'était le personnage de Pierre Michel qui gênait le milieu. Parce qu'il avait, de ce point de vue-là, par cette plus-value intellectuelle, une efficacité redoutable pour ces gens-là. Celui-là en sait gros sur le milieu marseillais de l'époque. Le commissaire Lucien Aimé Blanc. Il est l'ancien patron des stupes de Marseille. C'était quoi le milieu marseillais à la fin des années 70, c'est-à-dire dans cette période où le juge Michel est vraiment opérationnel, ce qui va lui coûter sa vie? Ça fonctionnait comment? Il y avait le milieu marseillais, si vous voulez, était une sorte de mafia. Les malfaiteurs marseillais s'étaient spécialisés dans le trafic de stupéfiants. Pourquoi? Parce que beaucoup avaient vécu en Indochine. Ils avaient connu l'époque de l'opium. En plus, grâce au port, ils avaient des contacts avec les Turcs. Et donc, ils pouvaient importer la morphine base. En même temps, il y avait une tradition curieuse, je ne sais pas comment c'est parti. Certains disent que au départ, c'était des trafiquants de faux pastis. Et on avait des traditions de chimistes. Il y avait 4 ou 5 chimistes réputés qui étaient capables, dans des laboratoires de fortune, de transformer de la morphine base en héroïne à 95%, sans perte. L'héroïne marseillaise était réputée comme le pastis marseillais. Au passage, ils ont des noms incroyables, parce que quand Gaëtan Zampa, bon, Tani, son surnom, mais Gaëtan Zampa, Omer Philippi, puis des noms Chiramaglia, Tchéki, Altieri. Il y avait beaucoup d'Arméniens. Il y avait beaucoup d'Arméniens. Pourquoi les Arméniens? Parce que d'abord, il y a des petites mafias arméniennes, puis les Arméniens parlaient turc. C'est eux qui faisaient le contact avec les trafiquants turcs qui fournissaient la matière première, c'est-à-dire la morphine base. En même temps, Gaëtan Zampa, puisque vous parlez de Gaëtan Zampa, son père était tenancier de boîtes de nuit et de prostitution à Dakar. C'est tous des gens qui arrivaient avec un cursus. Et de plus, Zampa était napolitain aussi. Donc, quelque part, il y avait des relents de mafia napolitaine. Et les autres, c'était des Corses? Il y avait des Corses, il y avait des Marseillais. Et des Italiens. Des Arméniens. C'est Marseille. Ces gars-là, vous êtes arrivé de les côtoyer au comptoir d'un bistrot dans le but de pénétrer ces milieux-là? Ben, moi, d'abord, je les avais connus dans ma jeunesse parce que je suis né à Marseille et puis c'était à peu près la même génération. Je suis la même génération
à quelques années près que le Belge ou Tani. On se rencontrait dans des boîtes de nuit. Parfois, on avait les mêmes copines. Le juge Michel, alors, quelles étaient les consignes qu'il vous donnait quand vous travailliez avec lui? D'entrée de jeu, Michel était spécialisé dans ces dossiers de stupéfiants. Et sa fréquentation quotidienne, c'était la brigade des stupes. Il avait confiance aux flics de la brigade des stupes parce qu'on était motivés. Il faut dire qu'on travaillait très bien et on ne lui cachait rien, quoi. Les policiers le respectaient et l'adoraient. C'était un juge très flic, comme on dit. Il couvrait les flics, il marchait avec, il n'hésitait pas à manipuler, même dans son bureau d'instruction, des informateurs, s'il pouvait en avoir. Si vous lui en fournissiez? Non, mais parfois il les trouvait tout seul. Si vous voulez, il n'avait aucun respect pour ces voyous, il ne les aimait pas. Et chaque fois qu'on lui amenait quelqu'un, il savait très bien que ce n'était pas un innocent. Même si les preuves manquaient, il faisait en sorte qu'on l'accroche d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il lui est arrivé à l'époque, il avait tellement confiance, de me délivrer des mandats de dépôt en blanc en disant « Aimé Blanc, le nom que vous mettrez, ça sera le bon. » Ça sera le bon. 2 ans après l'assassinat du juge Michel, toutes les pistes mènent à Gaëtan Zampa, dit Tani. Mais d'abord, il est introuvable, et ensuite, sur quelle base l'arrêter? Car il ne suffit pas qu'il soit devenu le suspect numéro 1. Il faut trouver une bonne raison de lui passer les menottes. Autre chose que des soupçons. Et puis d'abord, il faut le localiser. À partir de là, évidemment, on met le paquet, comme on dit, sur Gaëtan Zampa, c'est-à-dire qu'on essaie de pister ses proches pour le remonter, pour le retrouver. On fait des écoutes téléphoniques, bien entendu. Toute son équipe est à peu près identifiée, ou presque. Les établissements qu'il est susceptible de fréquenter sont mis sous surveillance également. Et Gaëtan Zampa va nous glisser entre les doigts pendant quelques temps encore, et notamment on retrouve sa piste à un moment, par exemple à Clermont-Ferrand, où sous une fausse identité, il arrive à passer entre les mailles du filet. C'était un personnage qui était rompu, je dirais, à la vie discrète, et je dirais qui savait dissimuler successivement ses différents domiciles. Donc il a fallu investir beaucoup, il a fallu donc faire beaucoup de surveillance, beaucoup de filature. Écoute téléphonique, filature, infiltration du milieu, rien n'y fait. Gaëtan Zampa reste introuvable. Tant pis, les policiers décident d'appliquer la méthode Pierre Michel. Frapper là où ça fait mal. Le 21 octobre 83, ils arrêtent Christiane, l'épouse de Zampa, et dans la foulée, les gérants de ces boîtes de nuit. L'étau se resserre autour du caïd marseillais. Jusqu'en novembre 83. Là, la filature d'un proche de Zampa conduit les policiers jusqu'à une villa du quartier du Ranquet, près de Istres. C'est là qu'il se cache. C'est certain. Ça nous a pris des jours et des jours, évidemment. Cette localisation, ces surveillances. On ne voulait pas, évidemment, intervenir sans être sûr. On voyait bien qu'il y avait des gens qui venaient dans cette maison, mais à aucun moment on était arrivé à vraiment identifier si Gaëtan Zampa était là ou pas. Et puis un jour, on est sûr de notre coup, on voit arriver Gaëtan Zampa qui rentre dans la villa, et à partir de là, la souricière se referme, on encercle la villa, et après avoir mis des balles lacrymogènes dans la maison, Gaëtan Zampa va se rendre avec les gens qui sont dans la maison. Le 27 novembre 83, 2 ans après l'assassinat du juge Michel, Gaëtan Zampa est arrêté. Les policiers ont enfin la tête du parrain, et ils le pensent, le commanditaire de l'assassinat du juge. En interpellant Gaëtan Zampa, on a la satisfaction de se dire, cette fois, on va monter d'un cran dans la progression de l'enquête sur l'assassinat de Pierre Michel. Parce que de toute manière, vu le positionnement de Gaëtan Zampa dans le milieu marseillais à ce moment-là, il est impossible de penser, d'imaginer qu'un groupe d'individus ait pu monter un traquenard contre Pierre Michel et le tuer dans les circonstances où il a été tué, sans que Gaëtan Zampa soit au courant. C'est lui. C'est forcément lui. Et pourtant, du fond de sa cellule aux Baumettes,
Voilà qu'il nie et joue les innocents. Il n'a pas ordonné l'assassinat de Pierre Michel. Et d'ailleurs, il veut être entendu par le juge Guérin. Il a des révélations à lui faire. Il n'en aura pas le temps. Le 23 juillet 1984, 8 mois après son arrestation, Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Voilà. On espérait connaître enfin la vérité sur l'assassinat du juge. La piste principale vient de se refermer. Dominique Rizet, on retrouve Zampa pendu dans sa cellule. Il s'est suicidé, comme on l'a dit, ou est-ce qu'on l'a un peu aidé? Alors, chacun a sa thèse. Ce qui est sûr, c'est que Zampa a très mal supporté la prison. Pour lui et pour sa femme Christiane, qui a passé quelques jours en prison aussi. Il l'a très mal supporté parce qu'il a assisté impuissant au démantèlement de l'empire qu'il avait construit et au pillage par le fisc de ses comptes en banque. En prison, Zampa a déprimé. Et puis, son image a changé. Elle a tellement changé que les détenus de la prison des Baumettes lui avaient donné un surnom. Lui qui était le grand Zampa, le beau mec, celui dont on osait à peine prononcer le nom, eh bien, on l'a surnommé la marraine, par opposition au parrain qu'il avait été. Oh là. Il a eu du mal à le supporter. On raconte qu'il a souffert ceux qui l'ont approché racontent qu'il a souffert de troubles mentaux, qu'il avait des hallucinations, qu'il entendait des voix, qu'il se tapait la tête contre les murs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zampa a tenté de s'ouvrir les veines avec un canif et qu'à partir de ce moment-là, l'administration pénitentiaire a décidé de ne plus le laisser seul en cellule. On a installé avec lui quelqu'un qu'il connaissait bien, qui s'appelait Robert Chandler et qui était le videur du Krypton, l'une des boîtes de nuit de Gaëtan Zampa. Et Robert Chandler, c'est la seule personne à savoir ce qui s'est effectivement passé dans la cellule. Cet après-midi d'août 1984, Chandler faisait sa sieste. Il a été réveillé par des gémissements de Zampa qu'il dit avoir retrouvé accroché au barreau de la cellule. Zampa s'était pendu avec une corde à sauter. Alors on peut se poser la question de savoir ce qu'une corde à sauter faisait dans la cellule d'un détenu dépressif. En tout cas, Chandler est intervenu. Il a, avec une fourchette, tenté une trachéotomie de fortune. Zampa est mort 3 semaines plus tard à l'hôpital de Marseille. Donc de deux choses l'une. Ou bien Zampa s'est vraiment suicidé, ou Chandler l'a tué. Ou Chandler l'a tué. On ne saura jamais. C'est un rude coup qui est porté au cheminement de l'enquête, parce que Sierra Maglia continue à se taire. À ce moment-là, on va reprendre encore une fois l'étude des mobiles potentiels. On est dans le brouillard, là, on n'avance plus. Quand Zampa meurt, qu'est-ce que vous dites? Je me dis, voilà une... J'en suis affecté, non pas parce que j'ai une sympathie particulière pour le personnage, mais je me dis, j'ai mon fil d'Ariane qui vient de rompre. Qui vient de rompre. Non pas que j'escomptais que Zampa se mette à table nécessairement, mais il est certain que la dynamique de la procédure suivie par ailleurs, je sentais que le personnage perdait pied, quoi. Enfin, pour dire franchement, il me paraissait mûr, quoi. Et pourtant, vous ne l'aviez pas interrogé pendant les 8 mois précédents. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je veux dire, j'ai pas... Gaëtan Zampa, que voulez-vous que je lui demande lui donner l'opportunité de dire j'étais entendu par le juge d'instruction, qui ne m'a rien notifié, et lui donner un certificat de bonne conduite. Ça m'aurait conduit à quoi de l'entendre? La satisfaction d'avoir entendu un voyou, ça n'apporte rien en termes de dynamique d'enquête. Je veux dire, je n'avais pas d'intérêt particulier à entendre Zampa. J'allais quand même pas lui faire ce plaisir ou cet honneur de l'entendre pour finalement constater que je n'avais rien à mouliner de sérieux le concernant. Donc je vois pas pourquoi j'aurais entendu ce personnage. Ça n'aurait rien apporté dans l'immédiat à mon enquête. Mais comment saviez-vous qu'il était mûr, alors? Enfin, mûr, entendons-nous.
je veux dire, il est mûr. Il avait perdu de sa superbe, ça c'est clair. Donc il meurt et vous vous dites, mon fil d'Ariane est cassé? Oui. Mon fil d'Ariane, c'est vrai que j'étais un peu découragé à ce moment-là, un peu découragé. Donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu le sentiment un petit peu d'avoir tiré mes cartouches, quoi, et de n'avoir plus, en termes d'enquête, d'éléments permettant de redynamiser le dossier. Eh oui, ça fait 5 ans que le juge Guérin enquête sur l'assassinat de son prédécesseur. Et il n'a plus aucune cartouche, comme il dit. Et pourtant, il a fait retourner Marseille, fouillé la moindre piste, repris un à un les dossiers du magistrat exécuté. Et si on ne découvrait jamais la vérité, s'il fallait se résoudre à classer l'affaire sans suite? On en est là quand soudain, une nouvelle piste. Le hasard. Découverte d'un laboratoire clandestin près de Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg, en Suisse, avec l'arrestation de 6 personnes, dont 4 Français. Une opération facilitée par le travail conjoint des services de police français, américains et suisses. Ça se passe en novembre 85, dans un chalet près de Fribourg. Les policiers suisses font une importante prise d'héroïne. Et parmi les trafiquants interpellés, il y a 4 Français. Et pas des inconnus. Tous les 4 sont fichés au grand banditisme. Ce sont eux qui, d'une manière inespérée, vont relancer l'enquête sur l'assassinat du juge Michel. Un peu par hasard, le policier français Jean-Marie Flory, envoyé en Suisse pour interroger les 4 caïds marseillais, découvre que ces gars-là connaissent sans doute la vérité sur l'affaire Michel. Si on reste longtemps avec des gens, les truands sont des hommes comme nous, et on arrive à, il faut bien le dire, à sympathiser, à parler un peu le même langage. Et c'est comme ça que, petit à petit, on en vient à, une fois qu'on a tout vu sur leurs actions à eux, on parle de tout le milieu marseillais, par exemple. On veut savoir qui a tué qui dans telle affaire, dans telle autre. Et je dois dire que j'avais derrière la tête l'idée de leur poser, à un moment donné, à l'un d'entre eux, la question sur l'assassinat du juge Michel, bien entendu. Et un jour, comme ça, j'ai posé la question à Wiesgrill, d'abord. Il s'est raidi, il s'est bloqué, et il m'a regardé dans les yeux en me disant, alors là, je ne connais rien du tout. Mais malheureusement pour lui, il aime tellement raconter les choses que j'ai vues dans ses yeux, qu'il me disait, je sais tout, absolument tout. Philippe Wiesgrill, un ancien commerçant qui est devenu le chimiste de cette équipe de trafiquants opérant en Suisse. Celui qui sait transformer la morphine base en héroïne. Pas étonnant qu'au début, il se méfie de ce policier très avenant. Il connaît la loi du milieu et le prix à payer pour ceux qui balancent. Mais le commandant Flory s'accroche. En Suisse, les gardes à vue ne sont pas limités dans le temps. Alors, il revient voir Wiesgrill plusieurs fois. Et petit à petit, il l'apprivoise. Jusqu'à ce qu'il se couche. Et là, j'ai commencé à essayer de le convaincre qu'il fallait que ce n'était pas pour mettre cela en procédure, mais qu'il fallait me raconter ça comme on le raconte, parce que j'étais un homme qui avait connu le juge et que, simplement pour moi, j'aurais aimé savoir, quoi, sans en parler à personne, mais pouvoir dire un jour, moi au moins je sais, parce que quelqu'un m'a dit. Et de fil en aiguille, il a semblé accepter de me le raconter, mais surtout de ne rien signer, de ne rien écrire à la machine. Et en quelques minutes, après 6 années d'enquête, Wiesgrill balance 3 noms. C'est cet homme, François Tchéky, qui aurait abattu de 3 balles le juge d'instruction. Celui qui conduisait la moto, c'est lui, Charles Altieri. Et le commanditaire, celui qui a donné l'ordre, s'appellerait François Girard. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où ils sont balancés par Wiesgrill, ces 3 hommes sont sous les verrous, à disposition de la justice française. Tchéky et Altieri viennent d'être arrêtés en même temps que Wiesgrill en Suisse, dans l'affaire du laboratoire de Fribourg, et François Girard, lui, est au Baumette pour une autre affaire de stup. À Marseille, à ce moment-là, le dossier Michel vient de changer de main. François Badi vient de succéder au juge Guérin. Il se rend immédiatement en Suisse.
Et Wiesgrill nous dit, écoutez, moi, évidemment, je n'étais pas du tout mêlé à cette affaire. Je l'ai appris à l'été 82, donc presque un an plus tard, pour la raison suivante. Je m'étais rendu compte que Tchéky était toujours avec Altieri et avec nous. Nous étions une équipe de trafiquants de drogue. Tchéky ne faisait pas partie de cette équipe. Il ne faisait rien, c'est-à-dire qu'il n'était pas compétent, je dirais, en matière de trafic de stupéfiants. Et on lui donnait une part de l'argent qui revenait sur le produit du trafic de stupéfiants. Et c'est là que Altieri m'a dit, écoute, Tchéky, on lui donne de l'argent, il est avec nous parce que il a participé à l'assassinat de Pierre Michel. Devant le juge Badi, Wiesgrill répète tout ce qu'il a dit au policier Flory. Il parle, mais il ne veut pas être enregistré. Il ne veut pas de procès-verbal. Il ne signera rien. Il n'assume pas du tout son rôle de donneur. Et sans procès-verbal, impossible d'inculper Girard, Altieri et Tchéky. Mais Wiesgrill donne une autre piste. Il connaît quelqu'un qui lui aussi sait tout et qui est peut-être prêt à parler. Il s'appelle Scapula, François Scapula. Il est le bras droit de Girard et surtout son ami d'enfance. Lui aussi est en prison, pincé comme les autres à Fribourg. Et d'ailleurs, c'est d'abord à Scapula que Girard aurait demandé d'assassiner le juge Michel. Et c'est parce qu'il a refusé que finalement, Tchéky et Altieri se sont chargés de l'affaire. Je décide d'entendre Scapula plutôt qu'Altieri parce que Altieri est cité comme assassin direct, auteur des faits directs, conducteur de la moto. Donc c'est un rôle très important et je me doute qu'Altieri, si d'entrée de jeu on lui dit Wiesgrill déclare que vous avez conduit la moto, il sera certainement pas très loquace. Scapula est cité comme ayant été au courant, mais n'ayant pas participé directement à l'action. Donc, peut-être sera-t-il plus à même de faire des déclarations qu'Altieri. Et puis surtout, Scapula a une réputation de balance. Et là, justement, depuis sa prison suisse, il vient de passer un marché avec les stupes américains. Le nom d'un parrain new-yorkais qu'il connaît contre de l'argent, de la chirurgie esthétique, une nouvelle identité, bref, une nouvelle vie aux États-Unis. Le genre de marché qu'on ne peut absolument pas passer avec la France. Alors maintenant, il attend que les Américains tiennent leurs promesses. Il n'a vraiment aucun intérêt à faire des confidences aux flics marseillais. Sauf que les policiers français ont un argument très convaincant. S'ils ne parlent pas, c'est l'extradition vers la France. Et au bout, 40 ans de prison. Scapula hésite fortement à parler. Il dit « je ne peux pas parler ». Je me souviens même de ses termes exacts. Il dit « c'est trop chaud, c'est trop grave, je ne peux rien vous dire ». Parce qu'il y a une loi du silence, évidemment, qui est inviolable sous peine de mort dans ce genre d'affaires. Au vu des déclarations de Wiesgrill, il semble que M. Scapula ait été destinataire d'un message de François Girard tendant à faire assassiner Pierre Michel. Donc, a priori, il y a au moins des éléments permettant de penser que peut-être il est complice de cet assassinat. Et mon collègue suisse dit, écoutez, moi, si mais effectivement, M. Scapula ne donne aucune explication cohérente sur son rôle dans cette affaire, je trouverais tout à fait justifié que mon collègue français fasse un mandat d'arrêt à son encontre et demande son extradition. Et à ce moment-là, je pense que la France aura priorité par rapport aux États-Unis et qu'il sera remis à la France et pas aux États-Unis. Et si le juge d'instruction suisse accorde l'extradition à la France, c'est la fin de tous les espoirs de libération pour Scapula. Il devra d'abord effectuer sa peine de prison en France avant de pouvoir songer à gagner les États-Unis et sa nouvelle vie. Les juges d'instruction français et suisses mettent donc le marché en main à Scapula. Ou il témoigne, ou il part en France, derrière les barreaux. À l'époque, une équipe de France 2 avait réussi à rencontrer Scapula dans sa prison suisse. J'ai décidé de collaborer. Et c'était la chose primordiale, c'était que premièrement, je serais considéré que comme témoin dans l'histoire de ce qui est la vérité. Et deuxièmement, que la France ne demanderait jamais des extraditions pour les condamnations par défaut que j'avais. Valérie Hermite, dans quelles conditions ont été tournées ces images? Pourquoi avez-vous rencontré Scapula d'abord au départ?
parce que c'est intéressant de rencontrer Scapula. À l'origine, c'est Jean-Michel Cordier, un journaliste d'investigation, qui avait rencontré Scapula, qui s'était intéressé à son cas, qui est un cas très hors norme, et qui nous avait proposé de le rencontrer, de faire un reportage en télé. Évidemment, on a dit oui. Scapula, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je le connaissais comme tout le monde, comme étant la balance par excellence. Rencontrer une balance, c'est intéressant. Surtout que ce qu'il a balancé est gros. Dans l'affaire du juge Michel, entre autres, il a après balancé Francis le Belge, qui sera d'ailleurs relaxé dans l'affaire. Et donc, on s'est embarqué pour la Suisse avec l'accord des autorités suisses pour qu'on le rencontre, pas vraiment en prison, dans un lieu tenu secret, avec l'accord des Suisses. Alors évidemment, il exige tout de suite la cagoule. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Il exige la cagoule, il exige qu'on masque ses baskets. Hein. Ce n'était pas une coquetterie, hein. C'est parce que Scapula est un prisonnier très à part en Suisse. D'abord parce que c'est une balance du milieu et que ça, on ne pardonne pas dans le milieu. Donc il est condamné à mort. Il le sait, les Suisses le savent. Personne ne sait que c'est Francis Scapula en Suisse. Il n'est pas sous sa vraie identité. Les Suisses le changent régulièrement de prison. Donc il a peur qu'on le reconnaisse, y compris par ses baskets. Y compris par ses baskets. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut vraiment... Bon, les gens qui le connaissent savent le visage qu'il a, mais ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Ça fait 12 ans à ce moment-là qu'il est en prison, il a vieilli. Personne ne sait s'il s'est fait opérer au niveau chirurgie esthétique, parce que tout s'est dit. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de Scapula. Donc le deal, effectivement, c'était rien qui puisse m'identifier. Évidemment, on l'a respecté. Moi, quand je vais le voir, je me dis, je vais rencontrer une balance qui a honte d'être une balance. Parce que dans ma tête, c'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas du tout. Moi, la première chose qui m'étonne, c'est que quand je lui dis, en gros, c'est pas joli, monsieur Scapula, d'avoir donné vos copains. Et il dit, mais attendez, tout le monde aurait fait ça à ma place. Le code d'honneur des grands truands qui respectent à la vie, à la mort et qui ne se donnent jamais, ça n'existe pas. Si je suis en prison en Suisse, c'est qu'on m'a balancé. Et tout le monde se balance. Et votre code d'honneur des grands bandits, c'est pour le cinéma, ça fait fantasmer les journalistes, mais ça n'existe pas. Je n'ai aucun regret, me dit-il, d'avoir balancé les gens. Là où j'ai des regrets, c'est que j'ai fait un marché et qu'on n'a pas respecté ce marché. Quel est son intérêt à lui de vous parler pour le journal de 20h de France 2 ? C'est un homme un peu aux abois, Scapula. C'est-à-dire qu'il est... il faut savoir qu'il est en Suisse, ça fait 12 ans qu'il est en prison quand on le rencontre. C'est l'un des plus vieux, voire peut-être même le plus vieux détenu suisse, parce que les Suisses n'emprisonnent pas les gens pendant des années comme on peut le faire en France. Et il est bientôt libérable. Et s'il est libérable, ça équivaut pour lui à rentrer en France, parce qu'en fait, la France l'attend de pied ferme pour le juger, pour le mettre en prison. Et ce qu'il va nous dire, c'est que si je rentre en France, je vais aller dans une prison française normale, dans une centrale, et là, je signe la condamnation à mort. François Scapula a parlé depuis sa prison suisse. Il a balancé Tchéky, Altieri et Girard, son copain d'enfance. Il a aussi donné un autre nom, Omer Philippi. Mais que vaut la déposition d'un truand? Pas grand-chose. L'idéal serait d'obtenir les aveux des intéressés. Tchéky est le premier à être cuisiné. Nous avons un entretien qui est basé sur la tension nerveuse. Et à un moment donné, je sens qu'il évolue dans sa façon de parler. Alors à ce moment-là, je fais signe de la main à mes deux collègues de sortir et d'empêcher quiconque de rouvrir la porte. Et je continue à parler avec Tchéky, et à un moment donné, donc, je lui dis que même s'il n'avoue pas, même s'il ne met rien sur les procès-verbaux, de toute façon, le juge et la justice a assez de preuves, il passera aux assises et il sera condamné. Mais Tchéky tient bon. Oui, il connaît Altieri, c'est vrai. Mais le juge Michel, c'est pas lui. Le policier Jean-Marie Flory tente alors une nouvelle stratégie. Sachant par les collègues que lors de sa première interpellation, la seule fois où il a manifesté quelques émotions, c'était quand on avait évoqué sa famille, et notamment sa fille, qui était âgée de 7 ou 8 ans, je crois. Je lui ai donc dépeint les assises, et dans la foule, je lui ai dit « Ta fille sera là et te jugera ». Et quand elle verra que, sachant elle que ce qui t'est reproché, tu l'as fait, mais que tu n'es même pas capable de le reconnaître, que tu ne veux pas le reconnaître, c'est-à-dire que tu ne conduis pas comme un homme,
en définitive, elle va certainement en souffrir. Et là, François Tchéky, brusquement, est redevenu un homme. Il a craqué, littéralement. Les larmes lui sont montées aux yeux. Et il a dit, eh bien, mets-toi à la machine, je vais tout te dire. C'est moi. Après 2 jours de garde à vue, Tchéky avoue le meurtre de Pierre Michel et balance Altieri. Quant au commanditaire, il ne sait pas qui c'est. Seulement voilà, quelques minutes plus tard, il se rétracte. Il ne veut pas passer pour une balance. Il exige de rencontrer un de ses amis qui est en prison à la Santé pour faire passer un message au milieu. Il doit justifier son geste pour sauver sa peau. Là, on est aux portes de la résolution finale de l'affaire Michel. Et voilà que le sort de cette enquête tient au silence, je dirais, d'un garçon qu'on extrait de la Santé et qui peut, d'un moment à l'autre, dire à François Tchéky « Ferme ta gueule, arrête-toi, ne dis rien ». Et le garçon en question jouera le jeu. Il jouera le jeu, on lui dit, écoutez, vous allez entendre quelque chose que François Tchéky veut vous dire. Vous avez une consigne, vous la fermez. Et il va se taire, il ne dira rien. Il ne fera aucun commentaire. François Tchéky va lui expliquer pourquoi il va reconnaître les faits. Et à partir de là, François Tchéky va nous expliquer le déroulement de cette affaire dans le détail. Le 9 mai 86, à 0h30, Tchéky signe enfin ses aveux. Dans ce procès-verbal de 5 pages, il donne tous les détails de l'assassinat du juge Michel. C'est Charles Altieri, son ami d'enfance, qui vient le trouver en août 81. Il ne lui dit pas la vérité. Il parle d'assassiner un homme, un certain Joe, qui aurait joué un mauvais tour à la bande. Il ne lui précise pas qu'il s'agit de tuer un juge. Il lui faudrait une moto. Et c'est Sierra Maglia qui, un mois plus tard, fournit la 900 bols d'or rouge pour 3500 francs. Plus tard, entre septembre et octobre 81, Altieri repère seul, à plusieurs reprises, l'itinéraire emprunté par le juge Michel. C'est là qu'il va le tuer. Boulevard Michelet, au pied de l'immeuble du Corbusier. Le 21 octobre à 11h30, Altieri passe prendre Tchéky. Il lui donne un pistolet 9 mm et 7 cartouches. Les 2 hommes se postent ensuite aux abords du palais de justice. Le piège est tendu. Ils n'attendent plus que leur cible. Et Tchéky affirme qu'à ce moment précis, il ne sait toujours pas qu'il va tuer un juge d'instruction. À 12h30, Pierre Michel enfourche sa moto. Les assassins sont là, derrière. Cours Pierre Puget. Rue de Breteuil. Rue Paradis. Boulevard Perrier. Avenue du Prado. Pendant 5 km. Puis soudain, arrivé dans la contre-allée du boulevard Michelet, Altieri accélère et monte à la hauteur du magistrat. Il crie à Tchéky « Vas-y !» François Tchéky sort son arme et tire à 3 reprises. Le juge s'effondre, tué sur le coup. Les assassins prennent la fuite. Ils traversent le parking de l'immeuble du Corbusier avant de se perdre dans les petites rues de Marseille. Altieri dépose Tchéky à sa voiture, puis va abandonner la moto boulevard Clobé. Après les déclarations de Tchéky, il ne manque plus que les aveux de Charles Altieri pour envoyer les criminels devant les assises. Ce sera chose faite 12 jours plus tard. Le 21 mai 86, Altieri avoue à son tour sa participation au meurtre. Et il déclare avoir agi sur ordre de François Girard. Après 6 années d'enquête, le mystère de l'assassinat du juge Michel semble enfin résolu.
C'était une affaire tellement importante qu'il fallait vraiment des circonstances extraordinaires pour qu'elle sorte. Ça a été ce coup de hasard de l'arrestation en Suisse de cette équipe de trafiquants de drogue. Si la même équipe avait été arrêtée en France, personne n'aurait jamais parlé. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, nous serions toujours dans l'ignorance des auteurs de cet assassinat. Le hasard et aussi le pif des policiers de la PJ ont donc permis d'arrêter les assassins du juge Michel et d'obtenir des aveux. Et dire qu'au moment de la mort de Zampa, on s'était dit « c'est fini, on ne connaîtra jamais la vérité ». En juin 88, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, s'ouvre le procès des assassins du juge Michel. Il y a 6 accusés. Altieri et Tchéky, les tueurs. François Girard et Omer Philippi, les commanditaires. Omer Philippi a été dénoncé par Scapula et François Girard par Altieri. Et puis il y a aussi les femmes de Girard et de Philippi. Elles auraient sorti de la prison des Baumettes l'ordre d'abattre le juge pour le transmettre à Charles Altieri. 6 accusés peut-être, mais dans le box ils ne sont que 4. Charles Altieri et Omer Philippi sont en cavale. Altieri a réussi à s'évader de sa cellule en Suisse, 8 mois seulement avant le procès, et Philippi s'est évanoui dans la nature. Alors tous les regards sont braqués sur le seul commanditaire présent, François Girard. Le problème, c'est qu'il n'a jamais avoué. Depuis son arrestation, Girard crie à l'erreur judiciaire. Les seuls éléments de l'accusation sont les témoignages d'Altieri et de Scapula. Et ni l'un ni l'autre ne sont là pour en parler. Je reçois une lettre de François Girard qui me demande si je voulais assurer sa défense. Bon, je vais le voir. D'entrée, il m'explique « Je suis innocent, je ne suis pour rien dans cette affaire, il s'agit d'une machination, je ne comprends pas, mais la vérité éclatera, je ne peux pas être condamné pour ça, je suis un truand, je fréquente le milieu, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu, mais on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'avoir tué le juge Michel. » François Girard est un gamin d'Andoum, le quartier de Marseille où sont nés la plupart des caïds. Il a commencé par des vols, des petits braquages, avant de se lancer dans le trafic de stupéfiants. Il a son équipe, des amis d'enfance comme François Scapula, qu'il a connu sur les bancs de l'école, et d'autres comme Altieri, qu'il a rencontré au club de football du quartier. Tous ces gars-là, tous ceux qui sont plus ou moins impliqués dans l'assassinat du juge, on découvre finalement, au fil de l'enquête, qu'ils viennent tous à peu près du même endroit. C'est-à-dire qu'à Marseille, si vous voulez, il y avait des quartiers générateurs de banditisme. Peut-être parce que c'était des quartiers modestes, des quartiers déshérités. Eux, ils venaient d'Andoum. Les tueurs venaient d'Andoum. Comme à Paris, si vous voulez, vous avez la bande de la banlieue sud. Il y a des quartiers qui génèrent une tradition de voyoucratie. C'était des beaux voyous de quartier qui sont devenus ensuite des caïds, quoi, des caïds dangereux. Parce que les voyous commencent dans leur carrière comme un jeune avocat. Le jeune avocat est stagiaire. Après, il devient un as du barreau. Et eux montaient pareil dans la hiérarchie. Ils étaient proxénètes avec 2 ou 3 filles. Après ils tenaient un bar. Après ils faisaient des braquages, quelques casses. Et puis à la fin, le fin des fins, c'était de finir dans le trafic des stupéfiants. À l'époque, maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un folklore ou c'était plus noir que ça? Non, c'était noir. C'est pas folklorique. Hein. Moi, je connais des prostituées qui se sont retrouvées assassinées, brûlées, au beau notamment. Des voyous qui n'hésitaient pas quand la fille ne faisait pas ce qu'il souhaitait. Et celui qui était suspecté d'être indique qu'il était abattu, c'était pas du folklore. La meilleure preuve, c'est qu'ils n'ont pas hésité à tuer un juge d'instruction. C'était des brutes. C'était des brutes, oui. En 10 ans, grâce au trafic de drogue, Girard et son équipe ont amassé une véritable fortune. Plus d'1 milliard de francs, 150 millions d'euros. À Marseille, Girard n'est pas le premier venu. C'est un gros bonnet, un homme capable de mettre un contrat sur un juge. Maître Méjean est là pour le défendre. C'est un garçon qui a une très forte personnalité et qui certainement
aux yeux des magistrats, pouvait avoir été capable de commettre le genre d'infraction qui lui était reproché, c'est-à-dire d'avoir, parlons clair, entre guillemets, commandité l'assassinat du juge Michel. D'accord, Girard a pu commanditer l'assassinat du juge Michel. Mais pourquoi? Quel serait son mobile? L'avocat général Viangali a sa petite idée. Girard était impliqué à cette époque-là dans une affaire de trafic de stupéfiants, je dirais d'envergure internationale, entre la Suisse, le Canada, la France, l'Italie. Le juge Michel travaillait sur cette affaire. Et Girard risquait à l'époque la peine de 20 ans d'emprisonnement, puisque c'était celle qui était encourue pour ce type de trafic à ce moment-là. Le voilà, le mobile. Girard est en prison à cause du juge Michel. Et en prison, il rencontre Omer Philippi, qui lui aussi a été coffré par le juge Michel. Les deux hommes ont des choses à se dire. Et sans aucun doute, quelques rancœurs à nourrir. Alors ces deux hommes, qui sont tous les deux au Baumette, dont l'un encourt une peine de 20 ans d'emprisonnement, dont l'autre encourt une peine de 40 ans d'emprisonnement, toujours en raison de l'action soutenue d'un juge qui a ses sources, qui arrive avec les témoins à obtenir des résultats remarquables, on peut concevoir qu'ils aient eu l'idée de l'éliminer purement et simplement. La justice a donc des coupables, elle a des mobiles, mais pas de preuves matérielles contre les deux commanditaires. Pas d'empreintes digitales, pas d'échange d'argent, pas d'écoute téléphonique concluante. Lorsque le procès s'ouvre en juin 88, les avocats de Girard se disent qu'ils peuvent rêver d'un acquittement. L'accusation repose uniquement, je dis bien uniquement, sur des témoignages. Et sur des témoignages qui vont être interprétés. Il y a le témoignage d'un nommé Wiesgrill, qui est un garçon qui témoigne au 3e degré, parce que lui, il dit avoir entendu entre deux personnes une discussion au cours de laquelle ce serait Girard qui aurait donné l'ordre de tuer le juge Michel. Son témoignage n'était pas assez crédible, à mon avis, et puis il me semblait que c'était quasiment une monnaie d'échange. Je vous donne une affaire avec quelques éléments, essayez de peut-être m'atténuer ma responsabilité dans l'affaire de trafic de stupéfiants pour la Suisse. Voilà. Effectivement, le témoignage de Wiesgrill est sujet à caution. Que valent les confidences d'un truand? Mais elles sont confirmées par le conducteur de la moto, Altieri, qui par 2 fois a dit au juge Badi qu'il avait assassiné Pierre Michel sur ordre de Girard. Seul petit problème, octobre 86, Altieri est revenu sur ses aveux. Et de toute façon, à l'heure qu'il est en cavale, il n'est pas présent au procès. Les charges contre François Girard tombent donc une par une, mais il y a un homme pour lequel sa culpabilité ne fait aucun doute. Quand j'ai étudié le dossier, j'ai essayé de voir où étaient les failles de l'accusation, parce que je n'aurais pas voulu que cette affaire débouche sur une erreur judiciaire qui aurait été la condamnation de Girard, alors que le véritable assassin aurait encore couru. Et je dois dire que je n'ai pas trouvé la moindre ombre d'une contradiction permettant de dire peut-être il n'est pas coupable. Je peux dire que je n'ai pas le moindre doute sur la culpabilité de Girard. À ce point du procès, un seul témoin pourrait innocenter Girard, c'est François Scapula, l'un de ceux qui l'a balancé. Girard est persuadé que devant les jurés, son copain d'Andoum, Scapula, va revenir sur ses déclarations et finalement l'innocenter. Question d'honneur et question d'amitié. Girard a toujours pensé que Scapula le sortirait de cette affaire. Scapula dirait devant la cour d'assises qu'il était innocent. Il l'a toujours pensé. Et pendant tout le procès, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour le faire venir. Alors, des conclusions seront déposées, des incidents, tout ce que la loi nous permet de faire. Mais Scapula ne viendra pas.
S'il a accepté de jouer les balances, c'est en échange d'une promesse des policiers français. Il reste en prison en Suisse en attendant sa nouvelle vie aux États-Unis. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 88, les 12 jurés rendent leur verdict. Le tueur et le conducteur de la moto sont condamnés sans surprise. Et François Girard et Omer Philippi sont condamnés en tant que commanditaires. Si on se résume à l'issue du procès, on a deux commanditaires, Philippi et Girard. Les deux tueurs, Altieri qui conduisait la moto et Tchéky, l'homme qui a tiré sur le juge Michel, et les deux complices qui sont les épouses de Girard et de Philippi. Les épouses sont acquittées à l'issue du procès. On a donc ici un homme absent, un homme présent au niveau des commanditaires. Philippi n'est pas là, il est en cavale et on ne le retrouvera jamais. Il est néanmoins condamné à perpétuité par contumace. Girard, lui, est bien présent. Il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans de prison. Au stade des tueurs, on a un absent. Altieri s'est évadé de prison. Il est condamné à perpétuité par contumace. Et on a Tchéky, qui est l'homme qui a tué le juge Michel. Il est condamné, lui, à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans de prison. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que lui, Altieri, on va l'arrêter. Après sa cavale, son évasion, on va l'arrêter à Chypre en février 1993, sur l'aéroport de Larnaca, en possession d'un faux passeport. Et donc maintenant, on va pouvoir le juger pour sa participation à l'assassinat du juge Michel. Le 19 janvier 1994 s'ouvre devant les assises des Bouches-du-Rhône le deuxième procès de Charles Altieri, cette fois-ci en sa présence. Et on ne voit pas comment il pourrait échapper à la même condamnation, perpétuité. Même si, après avoir avoué 2 fois le crime, aujourd'hui, il nie. C'est Gilbert Collard, une vieille connaissance du juge Michel, qui défend Altieri. Le procès s'ouvre et Altieri raconte qu'il a été amené à passer des aveux dans des conditions de violence inouïes. Il va dire qu'il a été mis au secret, qu'on a essayé de le déstabiliser à la fois sur le plan du temps et de l'espace, qu'on l'a privé de nourriture, qu'on l'a frappé. Et dans ce contexte de violence, il va passer des aveux. Il va avouer qu'il est impliqué dans l'assassinat du juge Pierre Michel. Toute l'histoire de la justice est jalonnée d'aveux qui ont été par la suite démentis par la réalité et par la justice elle-même. Aujourd'hui, presque 10 ans après, Altieri nous a écrit une lettre pour nous expliquer comment il avait avoué et pour nous redire qu'il est innocent. Qu'est-ce que c'est ça, Dominique Rizet? Ça, c'est un vrai document. C'est une lettre que Charles Altieri nous a envoyée depuis sa prison de Saint-Maur. Charles Altieri, détenu numéro 3863. C'est intéressant parce que Altieri, au moment de son procès, il nie toute participation au meurtre du juge Michel. Il en est où aujourd'hui? Il nie toujours. Il nie toujours. Il n'a pas participé au meurtre. En rédigeant ces lignes, la première phrase la plus importante qui me vient à l'esprit, c'est de vous dire, comme je l'ai fait lors de mon procès, que je suis innocent de l'assassinat du juge Pierre Michel, de vous dire que ce jour du 21 octobre 81, je ne pilotais pas cette moto. Il n'est pas en train de se faire passer pour un blanc-bec qui n'a jamais rien fait de sa vie quand même, Altieri. Il ne faut pas exagérer. Non, parce qu'il a de l'humour. Il enchaîne aussitôt en nous écrivant « Je ne renie pas mon passé de grand délinquant, de marginal, de trafiquant de drogue. Je l'assume. » Et il nous explique qu'il était largement impliqué dans plusieurs affaires. Laboratoire au Liban, laboratoire en Arizona, laboratoire en Suisse, plusieurs tonnes de hashish en provenance du Liban et débarqués en France. Ça voulait dire 20 ans de prison en Suisse, 20 ans de prison en France. Oui, donc... Il reconnaît. Il reconnaît tout. Il reconnaît son passé de délinquant et de trafiquant, mais il ne reconnaît pas sa participation à l'assassinat de Pierre Michel. Il y a quand même un détail qui semble oublié, c'est qu'il a avoué avoir participé au meurtre du juge. Il s'en explique aussi. Il a avoué sous la pression des juges français, des juges suisses,
parce qu'il était broyé par l'appareil judiciaire. Et puis il a avoué... C'est un vieil argument, ça. Oui, on m'a forcé à avouer. Oui, et il avait aussi une idée derrière la tête. Il a avoué parce qu'il avait l'intention de s'évader de sa prison suisse, parce que c'est plus facile de s'évader d'une prison suisse que d'une prison française, visiblement. Et en fait, c'est vrai qu'il a réussi à s'évader en 1987, et il a été repris en 1993 à Chypre. Est-ce que néanmoins, il a une idée sur, alors, qui a pu tuer le juge Michel, puisqu'il dit que ce n'est pas lui? Il en parle aussi dans cette longue lettre de 14 pages, ici. Il nous écrit « Lorsqu'on pratique une telle profession, lorsqu'on est juge, on doit regarder les intéressés depuis le 5e étage. L'erreur de cet homme, l'erreur du juge Michel, aveuglément courageux, a été de descendre au rez-de-chaussée les pieds dans la fange et ainsi de s'exposer à ses règles. » Ça, c'est intéressant. Le mobile du meurtre, peut-être. Pourtant, André Viangali, l'avocat général, n'a jamais eu le moindre doute sur la culpabilité de Charles Altieri. Altieri a lui-même passé des aveux. Il l'a fait en Suisse, pendant que Tchéky, l'autre exécutant avec lui, passait des aveux similaires en France. De sorte que on se dit cette double circonstance qui fait que des aveux passés dans 2 pays différents à des moments qui sont à peu près les mêmes, devant des policiers ou devant des magistrats différents, avec des détails qui se recoupent d'une manière parfaite, ne peuvent pas être des aveux qui sont le résultat d'un mensonge. Alors, à partir de là, je crois qu'on pourra toujours raconter ce qu'on voudra. Altieri aura pu modifier sa version autant de fois qu'il l'aura voulu. Il n'en demeure pas moins que ce qui est écrit, je crois, et ça n'est pas simplement du domaine de l'aveu, mais c'est du domaine du récit brutal, précis, circonstancié et conforté par toute une autre série de témoignages. Altieri, son mobile, on le comprend. Il est rien dans l'équipe. Il est celui qu'on appelle de temps en temps, celui qui porte les valises, celui qui fait les commissions et à qui on donne un petit peu d'argent. Et je crois qu'il y a sous-jacent, il y a la volonté de monter dans la hiérarchie de ses copains et de devenir l'égal de Scapula et des autres. Mais devant la cour et devant les jurés, malgré les charges accablantes, Altieri reste buté. Il ne conduisait pas la moto de l'assassin. Les débats vont durer 8 jours, car la justice en profite pour tout reprendre à zéro. On fait revenir Girard, qui se prétend toujours innocent, victime d'une erreur judiciaire. Et au 5e jour du procès, on organise une confrontation entre Girard et celui qui l'a balancé, Altieri. On espère pousser les 2 hommes à reconnaître publiquement les faits. Il y a une première confrontation qui est organisée en cour d'assises entre Girard et Altieri. Elle est sous haute sécurité. Il y a des gendarmes de partout. Girard est encadré par des policiers. On craint une réaction de sa part. Personne n'a envie de prolonger la confrontation. Ni Altieri, ni Girard. Bon, Girard va demander à Altieri pourquoi il l'a balancé. Et Altieri va essayer de lui expliquer maladroitement qu'il était au bord du gouffre et qu'il n'avait pas d'autre solution. Et Altieri est resté déconfit. Mais en même temps, lui aussi, il aurait pu, Altieri, dire que ce n'était pas, Girard. Il avait qu'à prendre sur lui au point où il en était, parce qu'il savait bien que sa cause était pratiquement désespérée. Mais il ne l'a pas fait. Altieri se tait. Girard est cuit, définitivement. Il poursuivra sa peine de prison à perpétuité. Altieri, comme la première fois, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti cette fois d'une peine incompressible de 18 ans. Voilà, 13 ans après les faits, le dossier du meurtre de Pierre Michel est refermé. 10 ans plus tard, Charles Giardina, celui qui a posé l'autocollant sur la moto, a fait 1 an de prison pour détention d'armes. Aujourd'hui, il vit à Marseille, libre. Gilbert Sierramaglia, l'homme qui a fourni la moto, a été abattu comme Pierre Michel, victime d'un règlement de compte, 5 ans plus tard, par 2 tueurs à moto. Philippe Wiesgrill, arrêté en Suisse en même temps que Scapula, a effectué sa peine de prison pour trafic d'héroïne. Il est aujourd'hui libre et vit dans le sud de la France.
François Scapula, La Balance, s'est évadé de sa prison suisse en novembre 2000. On pense qu'il vit aujourd'hui aux États-Unis sous une nouvelle identité. François Girard, Charles Altieri et François Tchéky sont toujours en prison où ils purgent leur peine. Enfin, Omer Philippi a disparu après avoir obtenu un non-lieu dans l'affaire du laboratoire de Saint-Maximin. Dans le milieu, on le dit, mort, victime d'un règlement de compte. Reste une question aujourd'hui encore sans réponse. Pourquoi Pierre Michel est-il mort? Pierre Michel, sans s'en rendre compte, va, avec son tempérament qui n'a rien à voir avec celui des Méditerranéens, marquer au fer rouge l'ego de ces gens-là. Il va provoquer des blessures narcissiques qui vont saigner tout aussi sûrement que des blessures physiques. Il est évident que c'est la gravité des dossiers qu'il instruisait, la façon efficace et courageuse dont il instruisait ses affaires, qui a fait naître dans l'esprit des auteurs de son assassinat l'idée de l'éliminer. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui pourquoi ils ont assassiné votre père? Il est devenu une cible. Papa, il est devenu une cible. L'homme à abattre. L'homme à abattre, l'homme qui gênait. Celui qui empêchait de tourner en rond. Donc forcément, il est devenu une sorte de symbole aussi, à Marseille. Un symbole, le symbole de quelqu'un qui se bat avec une espèce d'idée absolue de ce que devait être, de ce que doit être la justice. Et à travers lui, oui, c'est le symbole de la justice qu'on a voulu abattre, pour moi en tout cas. Pour moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, les assassins de votre père, qui sont quand même en prison depuis pas mal de temps, déposent des demandes de mise en liberté, qui vont être examinées, évidemment. Vous en pensez quoi de ça? Il y a des textes qui existent, qui ont été votés. Donc effectivement, si ils peuvent le faire, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. En revanche, ce qui nous a fait réagir, maman Emmanuel et moi, c'est de ne pas être informés de ces demandes de libération conditionnelle. Enfin, ou d'en être informés par la presse. Ça nous a profondément révoltés, profondément choqués. La procédure, elle ne prévoit pas de vous informer? Non, non, non. La procédure en France, elle prévoit que la partie civile est présente dans le cadre d'un procès. Elle peut même être à l'initiative d'un procès. Mais après? Mais après, dans ce qu'on appelle la phase post-sententielle, elle n'existe plus. Et pourtant, nous, notre souffrance, mais 20 ans après, elle existe toujours. Une sorte de décalage entre le droit et la réalité, et notre réalité. Qu'il vidait la mer avec une petite cuillère. À l'époque, on parlait de kilos de cocaïne et aujourd'hui, on parle de tonnes de cocaïne. Voilà, et on peut aussi se demander, quelquefois, à quoi ça a servi. À quoi ça a servi? Peut-être seulement, mais ça n'est pas rien, à faire qu'aujourd'hui d'autres juges en France marchent sur les traces du juge Michel en revendiquant cette filiation, l'envie de vider la mer, même avec une petite cuillère.